bien, je suis professeur en information et communication à l'Institut français de presse à l'Université Paris 2 Assas. Et j'ai été avant, pendant 10 ans, professeur à l'Université de Metz, puis de Lorraine, et notamment créateur et responsable d'abord de la licence professionnelle de web journaliste, puis du master web journaliste. Donc après le baccalauréat, j'ai fait Sciences Po à Paris, directement après le bac. Et puis après le diplôme de Sciences Po, j'ai été autorisé exceptionnellement à m'inscrire en DEA de sociologie politique. Je dis exceptionnellement puisque à l'époque Sciences Po faisait durer Bac+3. Donc avec Bac+3, j'ai pu m'inscrire en Bac+5. Et donc faire un DEA de sociologie politique sans jamais avoir une maîtrise. Et ensuite j'ai donc fait dans la foulée un doctorat de sciences politiques sur le traitement de l'information politique au journal télévisé. Oh, il est multiple. D'abord, c'est un lien de recherche, puisque par exemple ma thèse était justement sur le traitement de l'information politique au journal télévisé, ce qui m'a amené à réfléchir sur l'identité des journalistes de télévision, sur le système de légitimation, sur du coup le traitement qu'ils attribuaient à la politique, ce qui m'a permis dans le cadre de cette thèse de faire 2 mois d'observation, de stage d'observation à la rédaction de France 2, de suivre la fabrication du journal télévisé, les journalistes sur le terrain, etc. Donc dès mon sujet de thèse, j'ai été sensibilisé à toutes ces questions. Puis j'ai continué à travailler sur les questions de médiatisation, notamment de la guerre, ce genre de choses. Être associé à des réflexions de type déontologique sur le journalisme et la guerre, enfin bon voilà. Et puis ça m'a amené aussi progressivement à collaborer avec les journalistes, ce que je fais maintenant régulièrement sous forme d'interviews, d'entretiens et ce genre de choses, étant labellisé comme expert sur les questions de communication politique, de journalisme, de médiatisation et maintenant de réseaux sociaux numériques. Ce qui fait que quand je suis arrivé ici à Metz et au moment où il y avait renouvellement de la maquette pour faire une offre de formation, a suggéré à mes camarades et collègues d'ici qu'on saupoudrait des éléments de formation en journalisme mais qu'il n'y en avait pas une formation structurée et structurante en journalisme. Et donc j'ai proposé de faire ça, sachant que j'avais été associé étroitement à Richard Descoings pour créer le master journalisme à Sciences Po, qu'ensuite j'avais créé le master journalisme à l'Université de Genève, où j'enseignais à l'époque. Et donc, en fait, c'était ma 3e formation au journalisme que je pouvais être amené à créer. Et j'ai décidé que ce serait une licence professionnelle pour une tas de raisons qu'il n'y a peut-être pas lieu d'expliquer ici. Et cette licence professionnelle s'est transformée en master. Et puis pour finir, dernière casquette, je suis devenu depuis le mois de juin président d'un site d'information. Et où donc je suis amené à être de l'autre côté de la barrière. Certains diraient enfin, parce qu'on me soupçonne depuis bien longtemps de vouloir faire du journalisme ou de vouloir être journaliste, et dans l'esprit de certains de mes professeurs à Sciences Po, c'était pas un compliment. C'est difficile de raisonner comme ça parce que Genève d'abord a fermé de fait et a tout rapatrié sur Neuchâtel où enseigne Nathalie. Et donc à Neuchâtel c'est moins vrai qu'à Genève que ce que c'était à Genève, mais à Genève ça restait une formation assez théorique comme c'est le cas en Espagne par exemple. On a eu des étudiants Erasmus ici qui ont découvert, j'allais dire, le journalisme alors qu'ils avaient déjà une formation, ils avaient déjà un diplôme en journalisme en Espagne avant de venir en Erasmus chez nous. J'ai en tête Teresa par exemple qui avait un master 1, un bac+4 en journalisme à Madrid et qui est arrivée ici et qui a en Erasmus et qui finalement s'est inscrite à la licence pro. Enfin, on l'a autorisée à suivre toute la formation avec tout le monde. Et elle dit qu'elle a plus appris en 7 mois ici qu'en 4 ans d'études en Espagne. Parce que dans un certain nombre de pays, ça reste encore très théorique. Au sens, le journalisme, c'est la culture générale, c'est l'ouverture sur le monde, c'est l'écrit, etc.
Et le côté mettre les mains dans le cambouis, c'est encore laissé dans un certain nombre de pays au stage pratique, avec le côté, il y a aussi le complément de la formation qui se fera en rédaction. Mais jamais. Jamais. Quand j'ai candidaté pour avoir la bourse doctorale, pour être financé pour ma thèse, en proposant ce sujet, celui qui dirigeait le master sociologie politique et qui était pressenti pour être mon directeur m'a dit d'un air suspicieux, vous voulez pas être journaliste au moins? Je dis non, pas du tout. Alors là, pour moi, les choses sont très très simples. D'abord, il y a des critères de reconnaissance qui sont intangibles, du type il faut deux promotions révolues de formation qui durent 18 mois minimum. Donc de toute façon, la question de la reconnaissance, quand vous créez un diplôme, vous n'avez pas à vous poser la question, puisque de toute façon, vous n'êtes même pas éligible à déposer le dossier. Donc il n'y a pas de... il n'y a pas de mauvaise conscience à avoir, ou je ne sais quoi, c'est pas possible, c'est pas possible, et puis voilà. Moi, je pense que il y a un avantage à ne pas être reconnu et même de partir de rien, puisque c'est le cas à peu près, ex nihilo chez nous, c'est que vous êtes beaucoup plus libre de tester des choses. Et pour ma part, je crois que je suis sûr que je n'aurais pas pu être aussi créatif, aussi exploratoire dans ce qu'on mettait dans le programme si on m'avait proposé, tiens, on te recrute pour prendre la responsabilité d'un master d'une école déjà reconnue. Parce que moi, ce que j'ai voulu faire ici, c'est quelque chose un peu qui sort complètement des sentiers battus, en considérant qu'il y avait une homologie très forte entre le journalisme numérique et les nouveaux usages qui sont en train les nouvelles compétences qu'il faut acquérir pour, et l'esprit dans lequel on devait faire cette formation, tester des choses, d'initiation au code, faire un cours de drone journalisme, aller réclamer un service des sports complètement ahuri, le gymnase pour pouvoir faire des cours de journalisme. Il me dit mais pourquoi? Je dis parce que à cause du vent et des intempéries, au moins on peut apprendre à manipuler un drone tranquillement. Oh, un drone, mais ça va brûler le parquet et tout. Je dis non mais c'est pas une tondeuse à gazon. Enfin voilà. Et donc me retrouver face à des interlocuteurs un peu désarçonnés parce que je tente des trucs, parce qu'on essaye des choses. Et il y a un côté bidouille d'une certaine façon. Et je pense que ça n'est accessible que quand vous n'êtes pas dans les critères des écoles reconnues. D'autant que les critères de reconnaissance ont été fixés dans les années 80, ils n'ont pratiquement pas bougé. Donc si vous mettez dans la maquette du code, du design, de l'infographie, enfin des choses comme ça, c'est juste, vous n'êtes pas dans les clous, quoi. Donc c'est une vraie liberté de ne pas être reconnu de point de vue. Ce qui n'empêche pas après de pouvoir poser la question une fois que vous êtes solide sur vos bases, que vous savez ce que vous avez fait, que vous pensez que ça a de la valeur, d'éventuellement aller toquer à la porte des autres écoles en disant voilà, nous maintenant on existe, on fait ça, est-ce que éventuellement vous nous acceptez comme reconnus, en sachant qu'on n'est pas dans les clous. Donc ça veut dire que vous obligez vos interlocuteurs à bouger et non pas vous qui bougez. C'est complètement différent. Il y a quelques questionnaires qui sont faits dans certaines écoles sur quelle est votre représentation du journalisme à l'entrée des jeunes étudiants qui viennent de rentrer, et puis on leur repose la question à la fin du cursus, puis on compare, est-ce qu'ils ont évolué, quoi. Grenoble participait à cette enquête, donc Nathalie les connaît ces données-là. Et le formatage, il n'est pas seulement de l'école, il est de mon point de vue, il est dans la représentation que les étudiants se font du journalisme quand ils tentent ces concours-là. C'est-à-dire que le formatage, il est avant même l'école. Moi, je suis estomaqué de voir comment un certain nombre de jeunes de 20, 21, 22 ans ont comme horizon d'attente du journalisme, en gros, le chef du service politique du Monde, le présentateur du JT de TF1, des choses comme ça, ou le grand reporter, la mythologie du grand reporter, quoi. Voilà. Donc c'est Albert Londres, ou PPDA, ou
Jean-Marie Colombani ou Edwy Plenel. Voilà. C'est ça leur truc. Et la plupart du temps, ils n'ont pas à la fois cette appétence pour le web et ce désir de découvrir autre chose. Et nous, on est très attentifs dans la procédure de sélection qu'on a mis en place ici, à toute la dimension créativité, personnalité. On demande un autoportrait, on demande d'en remplir selon vous, en quoi vous êtes créatif, enfin, etc. Donc on a tout un tas de questions qui sont complètement décalées par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans les concours. Parce qu'on veut vraiment des personnalités, et y compris des personnalités qui sont qui peuvent avoir un profil un peu bidouilleur. Et moi, pour ma part, et Dieu sait que j'ai fait Sciences Po, j'ai enseigné à Sciences Po, j'ai jamais fait autre chose. Hein. Je suis rentré à la fin du bac, 3 mois après le bac, j'étais à Sciences Po et j'en suis sorti, j'avais le doctorat. Donc je n'ai fait que cette maison-là, je connais rien d'autre. Et j'y ai enseigné pendant 16 ans, donc ça va, je connais bien, j'aime bien, voilà. Mais j'en connais aussi les limites. Et c'est vrai que quand vous voyez un certain nombre d'écoles dont plus de la moitié sortent de Sciences Po, je vois très bien le formatage. Hein, parce que j'y ai moi-même contribué. J'ai été formaté et après j'ai appris à formater les autres à ça en faisant les conférences de méthode, notamment les méthodes du plan Sciences Po, etc. Et je trouve que ça a des avantages, mais ça a aussi des limites. Ah oui, si vous voulez, bien sûr, oui, on en est là. Hein. On en est arrivé là. On en est arrivé à considérer que tout ça est parfaitement illégal. Ouais. Donc on est dans une espèce de zone grise qui pourrait être... Mais on était déjà dans une zone grise tolérée, parce qu'il y a une dimension de régulation professionnelle, puisque la CPNEJ a fixé des règles de 18 mois en continu. Donc vous ne pouvez pas, si vous ne sélectionnez pas l'entrée du M1, vous n'entrez pas dans ce cadre-là, donc vous n'avez pas le label professionnel. Donc cette labellisation professionnelle a permis de jouer un peu avec les bandes. Mais c'est vrai que tout est remis à plat, c'est très clair. Et d'ailleurs, pour avoir parlé vendredi aux entretiens du web journaliste avec 2 responsables d'école qui étaient là, ils sont très inquiets. Je sais pas, au sens, ça dépend. Si pour lui le journaliste c'est définitivement classique, il ne faut surtout pas qu'il vienne candidater ici. Et qu'il faut qu'il fasse les écoles reconnues. Après, moi je pense aussi, mais ça c'est un conseil qui vaut pour toute situation, il ne faut pas être victime du coup du mépris. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y a certaines écoles qui sont reconnues, que cela signifie que tous les autres cursus sont nuls. Vous voyez, et qu'il ne faut pas croire non plus qu'il faut s'obstiner à faire un truc qui est assez classique aussi, pensé de façon assez classique, alors même qu'on a une personnalité un peu atypique. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est bien évaluer les exigences et le type d'état d'esprit dans lequel on forme pour voir s'il est en parfaite adéquation avec sa personnalité ou pas. Je ne pense pas qu'il y ait un bon cursus pour tout le monde, je pense qu'il y a des cursus qui sont plus ou moins adaptés à sa personnalité. Et je dis ça, pour moi c'est un conseil général parce que je dis la même chose. Ne soyez pas victime en seconde de l'appel à il faut absolument faire un bac S parce que le reste du monde ça vaut rien, etc. Si vous êtes plutôt très littéraire, plutôt machin, réussissez et épanouissez-vous en littérature plutôt que d'aller vous enferrer dans un bac S où vous ferez des maths et de la physique qui vous plaît pas. Voilà, et bon, moi j'ai connu ça à Sciences Po. Il fallait faire service public pour préparer l'ENA, moi ça ne m'intéressait pas, je suis allé en politique économique et sociale, donc PES, et on était victime du mépris, piano et solfège, petites études sympas, enfin, etc. Moi je m'en moquais éperdument, j'ai fait ce que je voulais faire. Et c'était ça qui était le plus important. D'ailleurs, j'ai plutôt bien réussi dans cette filière, alors que je me serais sans doute vautré en service public. Moi, je dirais que... Mais là, c'est un conseil... Oui, c'est un conseil personnel, parce que je le sens comme ça, mais c'est d'arriver à trouver un point d'équilibre entre quelque chose qui est assez classique, parce que pas mal de ces concours sont assez classiques, et en même temps, à l'intérieur du respect d'un certain nombre de cadres et de règles assez classiques, de faire quelque chose qui permet quand même de montrer sa personnalité. C'est-à-dire à la fois accepter de rentrer un peu dans le moule, tout en veillant à laisser transparaître les éléments de sa personnalité qui font qu'on n'a pas l'impression d'être un numéro parmi d'autres. C'est ça, en fait, fondamentalement, pour moi, c'est ça le truc.
Ben, je pense que dans la lettre de motivation, pour certains qui les nécessitent, par exemple au CELSA, il faut faire une lettre de motivation. Alors c'est hyper formaté, on a le droit qu'à je sais plus combien, 4000 signes ou je sais pas quoi, enfin ouais. Mais vous pouvez laisser, même moins je crois, faut laisser transparaître un peu quelque chose. Enfin, je veux dire, moi je pense que même les collègues des écoles les plus classiques dans leur enseignement sont d'accord pour dire qu'un journaliste c'est quand même une personnalité. Donc laisser transparaître des éléments de votre personnalité dans les dispositifs qui ne le prévoient pas explicitement, c'est quand même mieux que d'avoir l'impression d'être juste le numéro 622, le candidat 622. Ben, pour moi, c'est clairement l'Afrique saharienne ou subsaharienne, Mali. Jacques Monod, Fleming. Adam Smith. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Une dernière sinon? Allez, une dernière. Soyons fous. 200. Le sang, d'accord? Ça va bien. Alors, question d'actu. Il ne peut plus s'arrêter. Ouais, quelle année? 2011, 12, 13? Ouais, la 1 et la 5. C'est-à-dire à la fois il y a eu une nouvelle législative et un désaccord avec l'extrême droite. C'est les deux dernières, c'est le rejet social de sa politique de rigueur et un désaccord avec celui de l'extrême droite. Et donc les élections ont eu lieu après et pas avant. Ok. Pas mal. Merci beaucoup, à remercier. De rien.